19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 25 295 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués dans les bombardements de l'occupationniste sur Gaza depuis le 7 octobre dernier. Nouveau massacre à Khan Younes ce lundi, des dizaines de victimes sont à déplorer. Le torchon brûle entre la Somalie et l'Éthiopie. Le secrétaire général des Nations Unies plaide l'apaisement et affirme la nécessité de régler le conflit par le dialogue. Et puis Cannes 2023, l'Algérie s'apprête à affronter la Mauritanie demain. Un seul et unique objectif, la victoire pour un accès au 8e de finale de la compétition. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, le bilan macabre de l'agression sioniste lancée le 7 octobre dernier contre la bande de Gaza s'alourdit une fois de plus au 108e jour de ce génocide. 25 295 martyrs, en majorité des femmes et des enfants, et environ 63 000 blessés sont à déplorer selon les sources sanitaires palestiniennes. Durant les dernières 24 heures, 190 Palestiniens ont été tués. Et ce nouveau massacre à Rafah, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'une nouvelle frappe aérienne sioniste qui a ciblé la ville dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs civils se sont rassemblés pour pleurer les victimes, déplorant le manque de sécurité permanent. Les détails à Melamaziane Zitouni. Voici Sami Chakchak, une Palestinienne déplacée de Jabalia et réfugiée à l'hôpital Abu Youssef al-Najjar. Elle console les proches des morts endeuillés. Elle affirme qu'elle se déplaçait sous les frappes aériennes sionistes qui pleuvaient sur sa tête. Où est la sécurité? Je venais de Jabalia, j'ai été touchée par des frappes aériennes en chemin. Je suis allée à Khan Younes et j'ai été touchée par une frappe aérienne à Khan Younes. Je suis arrivée à Rafah, près d'El Mawassi, une ville du sud de Gaza. Quand je pars chercher de la nourriture à cuisiner pour mes enfants, je me retrouve sur la route de Rafah. Où est la sécurité? Quelle sécurité réclament les Juifs? Le plan sioniste visant à déplacer les Gazaouis du nord vers le sud par la force permet à l'armée d'occupation de concentrer dans un deuxième temps ses frappes sur Rafah, d'où ce sentiment d'insécurité permanent. L'entité sioniste continue de pillonner des cibles dans la bande de Gaza durant les dernières heures, tandis que ses avions larguaient des traques sur la zone sud de Rafah, appelant les Palestiniens qui y cherchaient refuge à trahir les siens. Des secouristes du Croissant Rouge palestinien installent de nouveaux camps pour les déplacer, pouvant chacun accueillir 50 familles dans la zone d'El Mawassi, près de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Environ 80% de la population du territoire palestinien a été déplacée depuis le début de l'agression sioniste. Ces déplacés qui sont exposés à toutes sortes de dangers, la mort les guette tout au long de la route. Et Khan Younes n'est pas à l'abri. La ville est quotidiennement prise pour cible par les frappes de l'occupant. Une nouvelle attaque a d'ailleurs fait des dizaines de victimes et de blessés. Le point de la situation avec Iman Merad. Ce n'est pas sûr, il n'y a pas de sécurité. Tout est mensonge, tout est mensonge, tout est mensonge, il n'y a pas de sécurité. L'armée d'occupation sioniste livre depuis vendredi dernier des combats acharnés à Khan Younes, dans le sud de Gaza, ne laissant point de répit aux Gazaouis. Où qu'ils aillent, du nord au sud de l'enclave, les déplacés palestiniens peinent à trouver paix et sécurité. Khan Younes est de nouveau le centre des bombardements sionistes depuis ce matin.
Il y avait environ 7000 personnes déplacées et maintenant ils ont tous quitté l'université. Nous n'imaginions pas que cela arriverait. Je le jure devant Dieu, nous sommes partis sous les frappes aériennes et les balles volant dans notre direction. J'ai emmené mes enfants et je me suis enfuie avec eux. Le nombre de blessés graves à Khan Younes dépasse de loin la capacité des salles de chirurgie et des unités de soins intensifs de l'hôpital Nasser. L'équipe médicale déplore cette situation extrêmement difficile à gérer. Avec le siège des quartiers proches de Nasser, il est très difficile d'acheminer l'aide médicale à l'hôpital. Il est très difficile de continuer à soigner les patients. Il est même difficile de continuer d'ici 2 ou 3 heures, jours à venir, avec les ressources disponibles. Les habitants ont déclaré que les bombardements aériens, terrestres et maritimes étaient les plus intenses dans le sud de Reza depuis l'escalade des attaques le 7 octobre dernier. Errant du nord vers le sud de Reza, ils deviennent ainsi de vrais nomades sur leur propre terre. C'est la 7e fois que je migre. Je me dirige maintenant vers l'inconnu. Je vous jure que je ne sais pas où je vais. Si vous savez, où devrais-je aller? Dites-le moi. Ils nous ont dit d'aller à Rafah. Mais où aller à Rafah? Y a-t-il encore de la place à Rafah? Le ministère de la Santé de Reza a déclaré ce lundi que 178 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures, l'une des journées les plus meurtrières et les plus sanglantes de la guerre jusqu'à présent. Et les chars de l'occupant se rapprochent de plus en plus de l'hôpital Al-Amal et Nasser dans le centre de Khan Younes, une invasion terrestre destinée à détruire tout ce qui a survécu au bombardement et qui permettra donc à l'entité sioniste de couper l'ouest de la ville de l'Est. De nombreuses victimes tuées lors de frappes sur Khan Younes reposent dans une fosse commune dans la cour de l'hôpital Nasser en raison de la présence de troupes sionistes dans le cimetière central des martyrs de la ville. Il y a eu des bombardements interrompus toute la nuit depuis 21h. Nous l'avons amenée ici à 21h30, je veux dire 23h. Elle avait suffoqué. Ils n'ont pas réussi à la sauver. Elle n'en pouvait plus. Je l'ai amenée en marchant. J'ai parcouru une très longue distance depuis l'école ML et ils ont lâché des bombes de gaz sur nous, provoquant l'étouffement de nombreuses personnes. Et selon des médias, les forces de l'occupation sioniste mènent des bombardements aériens et d'artillerie violents depuis ce matin à Khan Younes, formant des ceintures de feu autour du complexe médical. Le Croissant Rouge palestinien a d'ailleurs annoncé avoir perdu le contact avec ses équipes dans la ville. Dans le même dossier, Mohamed Shtaya a déclaré que le consensus international sur la création de l'État de la Palestine doit se traduire par des mesures pratiques qui incarnent l'État sur le terrain. Pour mettre fin à l'occupation, selon le Premier ministre palestinien, le monde doit commencer à réfléchir à la possibilité d'imposer des sanctions à l'entité sioniste pour son agression continue et pour son rejet de la paix. Shtaya qui s'exprimait lors d'une réunion de son gouvernement réuni à Ramallah. La solution à 2 États fait l'objet d'une mobilisation internationale cruciale. Nous soutenons que le monde ne devrait pas tenir compte de la position de Netanyahou et de son gouvernement qui rejette la solution à 2 États. Au contraire, le monde devrait s'efforcer de mettre fin à l'occupation, de reconnaître unilatéralement l'État de Palestine et de voter pour que la Palestine devienne un État membre des Nations Unies. De son côté, le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a rappelé la nécessité d'adhérer à la solution à 2 États au Moyen-Orient, affirmant qu'il n'y a pas de solution alternative. Cette déclaration a été faite avant le début de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, consacrée à la question palestinienne. Et dans le même contexte, l'Irlande, par la voix de son vice-premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères, Michael Martin, annonce se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud à la CIJ. Dans une interview accordée à la radio RTA, Michael Martin a ajouté que Dublin et Pretoria ont la même vision et attente. Les 2 capitales réclament un cessez-le-feu immédiat et un accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza.
Netanyahou ne peut pas construire la paix par des moyens militaires, c'est ce qu'a martelé ce lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, insistant donc sur une solution à deux États avant de rencontrer les chefs des diplomaties sionistes et palestiniennes. I think that we have to stop talking about the peace. Et la paix et la stabilité ne peuvent pas être construites uniquement par des moyens militaires et pas de cette manière particulière d'utiliser des moyens militaires. En Cisjordanie occupée, les tensions s'exacerbent de jour en jour. De nouveaux affrontements ont éclaté à Ramallah entre Palestiniens et forces sionistes. Des affrontements qui ont fait plusieurs blessés et suite auxquels les forces de l'occupation ont procédé à plusieurs arrestations. Et une fois de plus, des dizaines de colons sionistes ont profané la mosquée Al-Aqsa, effectuant des rituels talmudiques et des marches provocantes, le tout sous la protection de la police sioniste qui empêchait les fidèles d'accéder à la mosquée sainte. La France espère que l'Union européenne imposera des sanctions aux colonisateurs. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, l'a déclaré dans un bref communiqué de presse avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, tenue ce lundi. Et puis en soutien au peuple palestinien, des centaines de personnes ont manifesté à proximité de l'aéroport international de Los Angeles, dénonçant la poursuite de l'agression sioniste à Gaza. Plusieurs routes ont été fermées par les manifestants qui ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat et dénoncé la complicité du gouvernement américain. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, l'émir Abdelaziz Ben Naïef Ben Abdelaziz Al Saoud. Le président Tebboune a également tenu une rencontre élargie avec la délégation accompagnant le ministre. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad. Et puis le premier vol direct reliant Alger à Caracas au Venezuela est arrivé dimanche soir à l'aéroport international Houari Boumediene. Le vol a été opéré par un avion de la compagnie aérienne nationale vénézuélienne Conviasa qui a décollé de l'aéroport Simón Bolívar vers l'aéroport international Houari Boumediene avec à son bord une importante délégation vénézuélienne conduite par le ministre vénézuélien de l'Agriculture productive et des Terres, Vilmar Castro Soltedo. À noter également que l'avion vénézuélien a également transporté des aides offertes par les autorités vénézuéliennes au camp de réfugiés sahraouis. Et à propos de cette coopération algéro-vénézuélienne, le premier forum d'affaires Algérie-Venezuela s'est tenu ce lundi à Alger avec un seul objectif, hisser les relations de partenariat commercial et économique entre les deux pays au même niveau que les relations politiques. Réaliser enfin la connectivité entre les deux pays. Aujourd'hui, quand même, on a vu une délégation, forte délégation d'hommes d'affaires vénézuéliens donc, ici à Alger. Ça démontre tout l'intérêt qu'ils ont du marché algérien. Il y a eu beaucoup d'échanges qu'on a eu avec les hommes d'affaires et on a parlé d'abord des produits qu'on peut exporter au Venezuela, mais aussi les produits qu'on peut importer de chez eux. Parce que l'Algérie aujourd'hui ne produit pas tout, mais il faudra aller vers un échange gagnant-gagnant. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape aussi, on a parlé de coproduction. Les hommes d'affaires qui sont intéressés à aller vers d'autres marchés où ils ne sont pas.
où ils n'y sont pas, par exemple le marché européen ou le marché africain. À travers l'Algérie, et à travers les nouveaux textes, les codes d'investissement, les textes qui viennent de sortir, réellement, c'est des tests qui sont orientés vers les IDE. Ils étaient agréablement surpris de voir cette nouvelle vision, cette ouverture. Et probablement, il y aura encore d'autres rapprochements pour aller vers la coproduction ici, en Algérie. Dans le secteur des industries énergétiques, nous disposons de beaucoup de points communs. Nous sommes des pays pétroliers et gaziers, mais je crois que l'Algérie dispose d'une industrie énergétique gazière beaucoup plus forte que la nôtre, et je pense qu'ils peuvent nous aider dans ce secteur. Alors que nous disposons d'une expérience pétrolière conséquente, il y a donc une relation de complémentarité. L'Algérie dispose également d'une industrie pharmaceutique très puissante, alors que la nôtre est plus faible. Je crois qu'il y a possibilité pour faire beaucoup d'affaires, pour intensifier le volume commercial et pourquoi pas les investissements. Au niveau politique, la volonté des deux gouvernements et des deux présidents est pleine et totale. Et quand il y a volonté, le reste suit. Comme on dit, quand on veut, on peut. Nous sommes dans la nécessité de renforcer nos relations et nous sommes condamnés à réussir dans cette perspective. Estamos prácticamente condenados a fortalecer nuestras relaciones, condenados al éxito. L'actualité en Afrique marquée par la situation entre l'Éthiopie et la Somalie qui ne s'apaise pas et pour cause. Lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a réitéré le rejet par l'Égypte de l'accord qu'il considère comme une violation de la souveraineté de la Somalie. Dans un message aux Éthiopiens, il a mis en garde contre, je cite, quiconque tentant de s'en prendre à l'Égypte et de menacer ses frères. Pour rappel, les tensions sont fortes entre les voisins de la Corne de l'Afrique depuis un rapprochement entre Addis Abeba et le Somaliland, matérialisé par la signature le 1er janvier d'un protocole d'accord prévoyant la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte du Somaliland sur le golfe d'Aden. Et dans ce contexte difficile, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelait dès l'apaisement, affirmant la nécessité de régler le conflit par le dialogue entre les deux parties éthiopiennes et somaliennes. Regardez. Nous sommes toujours guidés par nos principes et nos principes sont liés à l'unité, à la souveraineté et à l'indépendance territoriale des pays, y compris la Somalie. Nous espérons que le dialogue permettra de surmonter la situation actuelle. Il ne devrait y avoir aucune forme de discrimination et les droits de toutes les minorités doivent être respectés. Et on passe au sport avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et le verdict final approche pour les groupes A et B de cette CAN 2023. Les éléphants de Côte d'Ivoire dos au mur avant le match face à la Guinée équatoriale, alors que le Nigeria veut la tête du groupe. Et puis dans le groupe B, l'Égypte en quête de qualification face au Cap-Vert, déjà qualifié. Et puis le Ghana croise le fer avec le Mozambique. Mohamed Ali Ben Chaban. La tension monte au crescendo alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour son troisième et dernier match de la phase de groupe contre la Guinée équatoriale. Un faux pas est strictement interdit pour les éléphants qui se retrouvent dos au mur, cherchant à valider leur billet pour les huitièmes de finale. Les Ivoiriens confrontés à une compétition féroce se trouvent dans une situation délicate où pratiquement seule une victoire peut garantir sa progression dans le tournoi. En même temps, le Nigeria veut la tête du groupe en affrontant la Guinée-Bissau. Les Super Eagles ont désormais l'occasion de s'emparer de la première place de la poule. À ce stade de compétition, les équipes qui restent en course doivent aborder leur match avec une stratégie sans faille pour passer haut la main au deuxième tour.
Un peu plus tard dans la soirée, l'Égypte affrontera le Cap-Vert avec l'objectif de valider sa qualification. Les Pharaons veulent obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale face à une formation déjà assurée de terminer première de sa poule. Les Pharaons seront privés de leur star incontesté Mohamed Salah. Une bataille sportive intense attend l'Égypte et le stade sera le témoin d'une confrontation tendue contre le Cap-Vert, équipe surprise de ce premier tour. Pour la deuxième empoignade du groupe B, le Ghana et le Mozambique sont déterminés à atteindre les objectifs qui se sont fixés dans ce tournoi. La qualification huitième est en jeu, ajoutant une dimension supplémentaire à cet affrontement déjà chargé d'enjeux. Et à la veille du match Algérie-Mauritanie, le sélectionneur algérien Djemal Belmadi est revenu justement sur l'importance de ce match face à son adversaire, assurant qu'il sera décisif. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Houssam Aouar s'est justement exprimé sur cette empoignade cruciale pour les Verts. Regardez. On a toujours été une équipe qui va de l'avant, qui cherche à gagner et jusqu'au bout. Donc des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Je sais que les joueurs et tous ceux qui les entourent, commencer par nous staff, on est dans cette compétition et on n'a pas envie de rentrer maintenant. Donc il était important de jouer jusqu'au bout et faire en sorte jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au sifflet final, donner le maximum. On sait que c'est un match en jeu. On en a conscience. De toute façon, quand on porte ce maillot, tous les matchs sont importants et avec beaucoup de pression. Mais nous, on a l'habitude et comme l'a dit le coach, on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Mais en tout cas, mentalement, il va falloir être. Et de son côté, le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou, a affirmé que son équipe cherchait toujours une première victoire lors de cette CAN. Nous, on va jouer nos chances. C'est logique, c'est normal. On va essayer d'être au niveau, mais on sait que cette équipe-là, elle a énormément de qualité et elle va tout faire pour se qualifier. Parce que nous, ce qu'on recherche, la Mauritanie, c'est notre première victoire. On n'a pas les mêmes objectifs que l'Algérie. L'Algérie, elle cherche le titre. Et justement, notre envoyé spécial à Bouaké a assisté à cette conférence de presse. Salah Faisal, bonsoir. Bonsoir Nouhed. Alors Faisal, comment est-ce que ça annonce la rencontre de demain? Est-ce que Belmadi, lors de la conférence de presse, a annoncé qu'il allait procéder à un changement lors du 11 rentrant? Est-ce que Mahrez sera là dès le début du match? Écoute, le match de demain, Belmadi, dans ses habitudes, n'annonce jamais les joueurs qui vont rentrer. Le 11, son 11 l'annonce jamais. Pour demain, c'est to be or not to be. Demain, ça passe ou ça casse, soit pour l'Algérie, soit pour la Mauritanie. Les deux équipes sont dans l'obligation de gagner ce match, de remporter les 3 points afin d'accéder au deuxième tour. J'ai entendu Amir Abdou parler que la pression est côté d'Algérie, mais je vous assure que les Mauritaniens, les journalistes mauritaniens étaient présents à la conférence de presse, ont mis de la pression sur Amir Abdou parce que c'est la deuxième participation consécutive de la Mauritanie en Coupe d'Afrique. Lors de la dernière édition, la Mauritanie a eu 0 point pour cette édition. C'est pareil pour le moment et Amir Abdou risque aussi son poste à la tête de la Mauritanie. Mais ce qu'il s'agit de l'Algérie, je pense que les joueurs sont conscients. C'est un match avec beaucoup d'enjeux, un match décisif pour le reste de la compétition. Amir Abdou a déclaré que l'Algérie vise le titre. Je vous dis que l'Algérie est dans une phase de reconstruction. C'est vrai qu'on veut aller le plus loin possible. Sofiane Ferroli a déclaré avant qu'il veut jouer les 7 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce match, Mahrez certainement va être aligné, une valeur sûre pour cette équipe d'Algérie. Ismaël Benasser, il ne sera pas dans l'effectif. Il ne s'est même pas entraîné aujourd'hui au lycée classique après sa blessure aux adducteurs. Touga, il sera à 99% le remplaçant de Ben Sebaini.
Beini lors du troisième match face à la Mauritanie. Au milieu de terrain, on parle beaucoup de Houssam Aouar. Houssam Aouar qui était présent à la conférence de presse, mais surtout Houssam Aouar qui n'était pas lâché par Belmadi lors des 15 minutes d'entraînement ouvertes à la presse. On a vu Belmadi parler beaucoup à Aouar pendant presque 15 minutes. Aouar et Belmadi ne se lâchaient pas. Ils parlent certainement du match de demain, de la nouvelle configuration. Et je pense que c'est le match de la qualification, soit premier, soit deuxième. C'est pas très important. L'essentiel, c'est la qualification. Et après, on jouera les matchs éliminatoires directs. Très bien, merci Faisal Salah. Je rappelle donc qu'Algérie-Mauritanie, c'est demain à 21h, heure algérienne. Et c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.